Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de cette série de fin 2022 consacrée justement à la préparation 2023 qui s'appelle Go 2023. Pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir de recevoir Moni Chim de 8M Marketing et qui est également l'hôte du podcast Marketing B2B. Bonjour Moni. Bonjour Sandy, ravi de tous vous rejoindre sur cet épisode. Et de revenir parce que ce n'est pas la première fois que tu viens sur My Marketing Podcast. Donc, je suis d'autant Exactement. plus heureuse de t'accueillir de nouveau aujourd'hui. Donc, Moni, on a un gros dossier à attaquer ensemble aujourd'hui. Et en plus, tu es le premier à t'y soumettre. C'est la préparation de 2023. Et j'ai choisi de t'inviter parce que tu as vraiment on va dire, un scope assez large sur le marketing B2B. Tu es un expert, on parle le même langage, hein, on se comprend très bien. Et je vais commencer ma première question. C'est est-ce que toi, tu peux nous résumer pour toi l'évolution du marketing et de la vente en B2B en 2022, si tu avais peut-être des mots-clés ou à nous livrer pour qualifier cette année qu'on vient de passer ensemble? Moi, j'ai vu une évolution sur deux axes. La première, c'est que plus de PME B2B comprennent que le marketing, c'est pas du coloriage, que le marketing, c'est obligatoire et que c'est un moteur à créer de la notoriété et des prospects entrants. Et donc, que le marketing, c'est utile, pas juste de l'assistanat à la vente, comme le croient encore pas mal de gens, mais je trouve de moins en moins. Je trouve qu'il y a vraiment cette tendance-là. Ça, c'est vraiment le Donc, premier prise point. de conscience, maturité de la part des PME en B2B. C'est ça. Et le deuxième axe, c'est que on a eu beaucoup de vendeurs de rêves et de growth hackers qui ont promis des prospects en automatique sous 7 jours. Faites 10 millions en 2 semaines avec telle technologie, astuce secrète, Technique secrète. etc. C'est ça, c'est ça. Et je pense que là aussi, les gens, ils en reviennent. Je pense que les gens, ils ont compris que non, le marketing, c'est pas de la magie, Non? évidemment. Donc, je pense qu'il y a un retour aux bases. Il y a un retour aux bases de marketing et peut-être que c'est quelque chose que je pourrais évoquer durant la suite de l'épisode. Volontiers. Donc, on va se le dire entre nous, la fameuse machine à lead où on met 1 euro et il en ressort 100 000, voire 1 million. Eh bien, non, désolé, même à l'approche de Noël, on ne va pas vous faire croire que ça existe. Non, ça n'existe pas. Donc, Moni, je suis hyper d'accord avec toi. Et c'est vrai que je constate pas mal ça aussi. C'est pas forcément la réponse que j'aurais donnée à cette question, mais je trouve ça d'autant plus intéressant que tu proposes ces réponses parce que je suis très d'accord avec ça et je ne l'avais pas forcément verbalisé. Donc, très cool, merci beaucoup. Ma prochaine question, peut-être un petit peu plus pointue encore, c'est si tu peux nous partager la stratégie marketing ou les stratégies marketing, peut-être que c'est au pluriel, qui fonctionnent le mieux pour toi et ou pour tes clients aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est encore en 2022. D'abord, je vais parler de ce qui a marché pour moi. C'est la combinaison de deux choses. La première, c'est le podcast. Le podcast, en fait, si vous avez un podcast, ça vous force à publier du contenu de façon extrêmement régulière. Et plus vous allez produire de contenu, plus vous allez monter en qualité. Donc, il y Donc, a une courbe d'apprentissage et on s'améliore sur la qualité, déjà le fait d'être à l'aise, mais également sur les sujets sur lesquels on va s'engager, je pense aussi. absolument. Je pense que les gens et les entreprises essayent de reculer pour mieux sauter et s'imaginent qu'il faut faire une méga production et alors qu'en fait, au final, on commence, hein. On commence avec un micro, on commence avec Zoom, on prend des invités et on lance en fait. Et on se Et lance. après, voilà. Et après, on itère. Exactement. Ouais. Intéressant. Et donc, toi, pour toi, le podcast, ça a vraiment été cette année une stratégie très payante. Oui, le podcast était très payant pour recruter des clients, pour networker avec des partenaires stratégiques et pour alimenter ma stratégie de contenu sur LinkedIn, qui est le second axe qui a bien fonctionné pour moi. Donc, en fait, les Je deux, tu as couplé des contenus, on va dire, piliers de ton podcast avec une diffusion sur LinkedIn. Donc, j'ai envie de dire un système qui est simple, Ouais, simple, mais pas simpliste, hein, on va le dire, c'est parce que ça. c'est beaucoup de travail. On va pas imaginer, c'est comme la machine à lead, hein, ça n'existe Ouais, pas. Il y a toujours du travail derrière. Et un podcast, ça reste du travail. Mais comme tu le dis, je suis d'accord, on n'est pas obligé de s'engager sur des grosses productions, quelque chose de ouais, très compliqué. Le contenu, j'ai envie de dire, un des trucs les plus importants hein, ouais. dans le podcast. Et donc, pour toi, cette année, cette combinaison de ton podcast, d'ailleurs, dont on mettra le lien en description, comme ça, vous pourrez aller le découvrir, et de LinkedIn. Donc,
je vais le dire parce que tu l'as pas dit, mais régulièrement, hein, LinkedIn, Ouais, c'est pas une bien fois quand j'y sûr. pense, Ouais, ouais, c'est pas bien une sûr. fois par épisode non plus, hein. Pour toi, ça t'a permis d'accroître ta notoriété et carrément de générer des clients, quoi, Ouais, de faire Ok, super intéressant, merci beaucoup. exactement. Donc ça, Exactement. c'est ta stratégie à toi. Et du coup, pour Ouais. tes clients, même chose ou différent? Des choses similaires, mais des choses différentes parce que mes clients, évidemment, c'est pas des freelancers, c'est des gens qui ont besoin d'un plus gros volume de clients aussi. Donc, je vais parler de différents axes qui ont fonctionné. Tout d'abord, pour certains, il y a eu un travail qui a été fait sur les bases de marketing, que j'ai un peu mentionné précédemment, parce que sans base, on peut faire tout ce qu'on veut Ça avec marche ce pas. marin. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser un peu sur les bases sur lesquelles tu les as fait travailler ou retravailler d'ailleurs? Oui, bien sûr. Je peux parler de quelques bases, notamment aligner en fait les équipes marketing et vente autour d'objectifs et de KPIs communs, parce que l'idée c'est que les deux équipes elles travaillent ensemble Et pas et, l'une contre elle. et pas l'une voilà l'une contre l'autre, etc. Que les deux équipes en fait elles se disent OK, comment on segmente notre marché, quel est le segment qui va être le plus intéressant. Donc déjà en matière de vertical métier, donc qu'est-ce qu'ils font, mais aussi au niveau de la taille de compte, parce que tous les clients ne se valent pas, toutes les verticales ne se valent pas, et donc du coup c'est important de savoir pour qui en fait on va diriger notre marketing, notre vente, et avoir des critères de qualification et de disqualification des comptes. Objectif. Moi, je vais juste rajouter objectif, des critères objectifs et C'est pas ça. subjectifs parce que dans ces cas-là, c'est la fin. Mais Ouais, super intéressant. Et toi, tu dirais que ça, c'est quelque chose qui est nouveau? C'est quelque chose sur lequel, si tu as eu besoin de retravailler sur ou de travailler sur ces bases, c'est parce que tu avais l'impression que ça avait été oublié ou fait il y a trop oui. longtemps? C'est carrément oublié. Soit ça a été oublié, soit ça a été fait il y a longtemps, mais ça a été fait, je ne vais pas dire à l'arrache, mais ça a été fait un peu à la Oh bah si, on va-vite, un peut le peu au dire à galop. l'arrache. Pas de souci, hein, moi, Voilà. c'est un mot que j'utilise très souvent à l'arrache, hein. Ouais. Donc, ok. Donc, la notion de segmentation, de travailler main dans la main les équipes Ouais. sales et marketing. C'est ça, profil client idéal, évidemment. Donc ça, Voilà. pareil, c'est souvent quelque chose qui est fait sur une petite feuille A4, un peu Et puis un peu rapidement en 1 heure. C'est léger et ça ça. date. Et c'est ça, ça date. Donc, un travail approfondi dessus est extrêmement important avec des interviews clients approfondies qui vont durer 30, 45 minutes, sur lesquelles on va extraire vraiment de la data importante sur le parcours client, sur le comité de décision, sur les canaux, sur tous les contenus qu'ils ont besoin pour derrière convertir, Et, etc., etc. et moi, je te propose qu'on fasse un gros warning là-dessus, parce que je pense que c'est un des premiers conseils qu'on peut retenir sur la meilleure stratégie sur 2022 et sur ce qui fonctionne le mieux. Et je pense que c'est pas qu'en 2022 en vrai. C'est le profil client idéal, le persona, l'avatar. J'ai envie de dire, appelons-le comme ça fait plaisir, même s'il y a quelques différences entre les uns et les autres, mais quand même l'idée, elle reste la même. C'est pas une fois pour toutes au début de la création de son entreprise. Idéalement, toi, tu dis qu'il faut le faire tous les combien? Ça dépend de votre marché, ça dépend à quelle vitesse il augmente votre marché, mais moi je dirais que au minimum tous les ans il faut le faire Ouais, je suis d'accord. déjà. Voilà. Après, moi, les interviews clients, perso, j'en fais tout le temps. C'est-à-dire que tous les mois, j'essaie d'en faire une nouvelle. Comme ça, en fait, on est toujours un petit peu à jour. C'est vrai qu'on a des boîtes qui aiment bien dire on est à fond, enfin, on est innovant, en fait, sur l'aspect technologique, sur l'aspect des produits. Mais par contre, sur l'aspect du marketing, c'est un peu la dernière Roue partie du du carrosse. carrosse, ouais, Alors qu'en fait, exactement. ça devrait être Donc, si vous ne un l'avez petit pas peu. fait depuis un petit moment, pensez-y, hein, faire un petit refresh sur son client idéal et sa cible de client, c'est le moment. Donc, ça, c'est Ouais. toi les fondamentaux, donc alignement, sales et marketing, le client idéal. Est-ce que tu as Ouais, une c'est autre ça. base sur laquelle tu les as fait travailler Oui, juste quelque chose que je veux dire par rapport au profil client idéal. Si vous êtes sur deux segments différents, évidemment, vous devez avoir deux profils clients idéaux parce que Ouais. c'est pas la même chose. Alors, merci Voilà. de le rappeler. C'est vrai que ça coule un peu de source pour nous, mais on a tendance à ne pas spécifier. Mais c'est tout à fait vrai. S'il y a deux segments, il y a deux profils clients. Alors, parfois, ils peuvent se ressembler un peu, mais pas à 100%. Ouais. Donc, exactement, c'est très juste. Mm. Donc, les bases du marketing, et est-ce qu'il y a une autre stratégie? Oui, D'autres? oui, encore bon, je vais encore citer deux choses. Évidemment, le positionnement et votre message stratégique,
Donc ça, c'est juste tellement important. Beaucoup d'entreprises, en fait, au final, elles n'ont pas vraiment réfléchi à ça. Et donc, elles ont un positionnement un petit peu générique. Elles ont un message qui est complètement générique. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont invisibles, en fait. Ouais, ou Donc, ils sont télescopés avec les autres, ils sont en frontal ouais, avec tout le monde, quoi. Ok. voilà. Donc Donc, tu les as ça, c'est fait bien important. retravailler ça cette année. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. Et puis, dernière chose, évidemment, en fonction de tous les insights, des interviews clients, du parcours client et du positionnement et du message stratégique, c'est mettre à jour le site web, hein, évidemment, en fonction de ça, et optimiser le chemin de conversion sur le site web, de sorte que la personne, quand elle arrive sur le site web, ça ne soit pas trop compliqué pour elle pour aller convertir. Voilà. Alors déjà que quand on arrive sur le site internet, ce soit cohérent avec ce qu'on a lu ou vu ou entendu quelque part. Je suis d'accord parce que sinon, ça c'est un truc que je dis souvent, si c'est pas mis à jour, les gens ils vont être perdus. Il va y avoir une crise de confiance énorme, même s'ils vont pas le verbaliser. Et puis après, prendre un peu par la main les prospects une fois qu'ils sont sur le site internet, c'est quand même mieux. Ok, Ouais, donc ça c'est ce qui ça. a permis à tes clients de convertir le mieux. Ouais, c'est ça. Du moins, avoir des bonnes bases. Après, Ok. il y a différentes choses qui ont été mises en place pour ces clients. Donc, certains clients, ils ont fait du LinkedIn en organique. Certains ont fait un podcast. La plupart font du SEO et ça continue à fonctionner. Et ce que personnellement, j'ai mis en place chez eux, c'est de la publicité Google Ads, LinkedIn Ads. Ok. Donc en fait, une fois que le socle des bases, des fondamentaux du marketing est établi, puis après, ça va être le passage en cuisine qui va être un peu, un peu différent avec des outils, parce que pour moi, ce sont des outils hein, qui vont correspondre à des stratégies différentes. Donc je vais juste rappeler, le SEO, c'est le référencement naturel, c'est de Ouais. l'organique, c'est le fait d'aller sur Google et de taper, par exemple, je ne sais pas moi, meilleure solution CRM pour les dentistes, j'ai complètement inventé Ouais. et ben d'être dans les premiers résultats, au moins dans les 10 premiers, c'est mieux, sur Google. Et puis après, quand tu parles des Google Ads, c'est pareil, c'est d'apparaître dans les résultats recommandés, payés Ouais, sur payé. Google sur ces mots-clés. Et ok, alors du coup, je fais un peu une petite transition parce que Moni était déjà venue sur le podcast et il nous avait fait vraiment moi ce que j'appelle, c'est je dis toujours une masterclass sur les LinkedIn Ads, donc la publicité sur LinkedIn. Donc je vous mets également le lien de cet épisode en description parce que si vous vous intéressez à ça, globalement, vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur la publicité sur LinkedIn dans ce podcast. Alors, ma prochaine question, ça va, hein, t'es à l'aise encore? Je te cuisine pas Ouais. trop? J'aime bien, ça me plaît. Donc pour toi, donc l'idée c'est pas de jouer à la voyante ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment très personnel, mais c'est ça que que je trouve le plus intéressant. C'est quels sont les prochains grands changements à venir en marketing, vente B2B et de ton point de vue, qu'est-ce que tu comptes garder garder dans ta stratégie ou accentuer ou au contraire peut-être commencer à arrêter parce que voilà, ou te lancer en 2023? Ouais, c'est Si tu une, veux, on peut commencer par qu'est-ce que tu comptes lancer et accentuer, qu'est-ce que tu comptes garder pareil ou qu'est-ce que tu comptes réduire? Pour ma part, je vais accentuer sur le podcast et LinkedIn et je vais boire mon propre champagne, c'est-à-dire que je vais faire de la publicité LinkedIn pour ma propre agence, mais pas trop, parce que l'idée, c'est pas non plus d'avoir trop de clients et de mourir. Vous avez bien entendu, Moni ne veut pas trop de clients. Donc toi, tu vas continuer et intensifier le podcast et LinkedIn plus Oui, LinkedIn Ads. c'est ça, effectivement. D'accord. Et pour tes clients, qu'est-ce que tu envisages d'accentuer ou de leur proposer? Parce que tu ne peux pas tout décider à leur place, mais est-ce que tu penses qu'il y a des stratégies vers lesquelles tu vas vouloir plus les orienter? Ce qui se passe, c'est que dans votre marché, 95 à 97% de vos prospects ne sont pas sur le marché. C'est-à-dire que ce sont vos clients idéaux. Un jour, ils vont peut-être chercher à acheter vos produits ou services, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de besoin. Ils n'ont pas besoin. Ou ils ne savent pas qu'ils ont un besoin, en tout cas. C'est ça. Parce qu'en B2B, on n'achète pas une nouvelle solution à 10 000 euros tous les jours. On achète des choses Ou de juste pour se faire façon plaisir. plus pour ça plaisir. Donc du coup, voilà, on a des cycles de décision qui sont longs et on a des besoins qui sont Et des niveaux de maturité aussi, qui ça, peuvent être différents. Et alors, du exactement. coup, travailler Ouais, la création de demande versus la capture à la demande, ça consiste en quoi? voilà. En fait, quand on fait de la capture de demande, c'est ce que tout le monde fait. La capture de demande, c'est quoi? Si on capture les 3 à 5% des prospects qui sont prêts à acheter maintenant, Tout tout de de suite. suite. Ok. Donc, on fait du référencement naturel, donc du SEO,
on fait du Google Ads, on fait de la prospection De sur l'outbound, enfin téléphone, de la voilà, de prospection par l'outbound. mail, du Si on- LinkedIn même d'ailleurs, hein. c'est ça. Si on est plus avancé, on fait de l'ABM, de l'account-based marketing, qui est une version de la prospection qui est hyper personnalisée et basée sur tout un ensemble de techniques qu'on ne va pas forcément détailler. Non, Et on fait de l'affiliation, on utilise des marketplaces, etc. La plupart des entreprises, en fait, elles focalisent beaucoup dessus parce que c'est évident, en fait. On se dit, bah, évidemment, on va récupérer la demande là où elle se trouve. Mais le problème, c'est parce que ça que fait du cash, c'est du c'est cash ça, potentiel c'est à ça. court, moyen terme, on va dire. C'est ça, c'est ça. Mais le problème, c'est que si vous êtes dans une niche concurrentielle, que vos concurrents, ils sont pas stupides, ils font tous la même chose, ils mettent tous leurs efforts sur la capture de demande. Et donc, du coup, si vous faites juste ça, c'est un peu une sorte de guerre d'attrition, hein. C'est Oui, un peu la guerre des tranchées où le gagnant, c'est celui qui jette le plus de ressources dans la boucherie. c'est ça, exactement. Donc je dis pas que c'est mal de le faire, c'est très bien de le Mais c'est faire, insuffisant. c'est insuffisant. Je dis si on fait que ça, c'est très très dommage. Parce que là, en fait, on capture juste les 3 à 5% des prospects qui sont sur le marché. Alors que par contre, bah, les 95 à 97% qui ne sont pas aujourd'hui sur le marché, on ne les adresse pas du tout. Et au contraire, si ces gens-là, on les prospecte à fond, ça ne fait pas grand-chose en fait au niveau Oui, de l'image de à marque. la rigueur, ils vont s'agacer. Enfin, au mieux, ils vont ignorer, au pire, ils vont s'agacer, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un deuxième versant du marketing que beaucoup de marketeurs ignorent, c'est faire de la création de demande. C'est quoi? C'est éduquer les audiences pour créer de la notoriété, de l'affinité et de l'autorité auprès de ces gens-là, auprès des 95 à 97% de votre profil client idéal qui ne sont pas prêts aujourd'hui à acheter dans votre catégorie. Mais en Complètement fait, d'accord, hein. et du coup, quand votre audience sera prête à acheter, elle va rappeler vos vendeurs en priorité. Si pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, vous avez nourri en fait votre audience avec des contenus de qualité, bah, du coup, cette audience-là va se rappeler de vous, elle va vous prendre comme un expert. Et au moment de décider, en fait, bah, elle va juste vous rappeler en priorité plutôt que de chercher sur Google Ads, meilleure solution, etc., appeler 10 Exactement. prestataires différents et faire Moi, la moi, comparaison ce des que je prix. dis souvent, c'est qu'en fait, on se rend identifiable. C'est que les gens sont noyés d'informations et les acheteurs, les décideurs sont noyés d'informations et que, en fait, on leur facilite le travail le jour où ils ont besoin. Ils savent à qui s'adresser sans passer des heures à chercher et ils n'ont pas ce doute de se dire mais lequel je vais prendre parce qu'ils ont, ils ont déjà ils se sentent déjà plus en confiance. Ils ont identifié quelqu'un qui a l'air de répondre. Alors, je dis à la demande, ça ne veut pas dire qu'on va signer à 100% des cas. J'aimerais le dire, mais c'est pas vrai. Mais on aura simplifié et raccourci le chemin qui nous éloigne de cette personne. Donc, Effectivement. et même émotionnellement, pas que en termes de combien de clics sur le site internet, c'est pas du tout ça, ou combien d'étapes, c'est que ils vont déjà avoir l'impression de connaître la solution, de Ouais, connaître peut-être les personnes, s'il y a un c'est côté ça. personal branding qui est important, C'est ça. et ça simplifie beaucoup, beaucoup la vente en fait. C'est ça, c'est ça. Ok, Mais le problème, c'est que les marketeurs le font peu, les entreprises le font peu, parce que c'est difficile à mesurer. Pourquoi c'est difficile à mesurer? Parce que ça se passe beaucoup dans le dark social. Le dark social, c'est quoi? Ce sont toutes les plateformes non traquables sur lesquelles les personnes vont consommer votre contenu, vont le partager, etc. Donc, vont ça en va être, parler, pire, vont en c'est ça. parler. Alors, vas-y, comment tu mesures quelqu'un qui parle, quoi? Voilà, c'est ça. Moi, l'autre fois, j'étais sur un Slack privé et il y a un type qui a dit, ah, bah, moi, j'utilise tel outil. Bah Si oui, mais moi, tu peux pas derrière, je savoir. demande une démo, voilà, on ne peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Donc, merci pour la définition du dark social. Donc, ce n'est pas du tout illégal, hein, sachez-le. Non, C'est, au c'est contraire, pas du tout mal. C'est au contraire, c'est très bien, c'est très c'est porteur. ça. Enfin, mais malheureusement, c'est pas mesurable. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu le côté, c'est comme le bouche à oreille digital en fait, hein, c'est Ouais, un peu c'est ça ça. l'idée. Donc, c'est pas facile à traquer, mais c'est pas parce qu'on peut pas le mesurer que ça n'existe pas. Alors, je sais qu'on dit tout le temps ce qui est pas mesurable. Je sais plus ce que c'est cette expression n'existe pas ou un truc comme ça. Alors qu'en réalité, ben, il faut C'est commencer un à gros revoir un peu biais. cette manière de penser. En tout cas, Ouais, je le partage complètement avec toi. Et alors, je vais même te livrer une anecdote. C'est que l'autre jour, moi, j'ai été contactée par une personne qui voulait travailler avec nous. Et en fait, j'ai dû lui dire pour X ou Y raison que ce n'était pas possible parce qu'en fait, il n'était pas en B2B et que nous, on travaille plutôt sur certaines problématiques. En tout cas, c'est exclusivement B2B. Et la personne me dit très déçue, ah, mais vous m'avez été recommandé tellement chaudement par cette personne de mon entourage. Et là, en fait, je dis rien parce que je ne sais pas qui c'est. Et je suis allée voir sur LinkedIn. C'est une personne avec laquelle je n'étais même pas en relation sur LinkedIn. wow. Et donc, j'ai quand même pris le temps, tu vois, d'envoyer un petit mot à cette personne pour la remercier parce que même si on n'a pas signé quelque chose avec la personne, elle avait recommandé. Et la personne me dit, ah, mais j'adore ce que vous faites, je vous suis depuis longtemps. Et tu vois, on n'était même pas connectés sur LinkedIn, quoi. Donc, Hmm.
ça fait prendre la mesure de notre image et l'impact du contenu et de notre prise de parole est bien plus large que quelque chose qui peut être traçable. Parce que ça, je ne pouvais Non. absolument pas le tracer, quoi. C'était impossible. Sous les radars complets, quoi. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de marketeurs se rendent compte que le marketing allait trop loin dans la promesse du tracking tout puissant. Cette promesse-là, c'était, auparavant, le marketing, c'était pas du tout, on mesurait pas, il y avait zéro tracking. Et après, le tracking est apparu avec voilà, Analytics, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les marketeurs, ils se sont mis à avoir un discours, OK, le marketing est 100% mesurable, 100% traçable, Et limite 100% et quantifiable, prédictible, ce que je trouve prédictible. très très dangereux pour ma C'est part ça, c'est ça. d'avoir comme discours. Et moi, je me refuse Ah, de moi l'avoir. aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en revient. On en revient, Mais c'est ça. c'est très confortable parce qu'en fait, on a l'impression de tout maîtriser. Donc, Ouais, quand on a des chiffres, alors qu'en réalité, on est désolé, Moni et moi, on est complètement en phase, mais on va vous le dire, nous, on y croit moyen. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas, qu'on croit pas aux chiffres et qu'il faut rien mesurer. En tout cas, c'est pas non plus mon discours. Mais mm, l'idée de penser qu'on peut tout mesurer, tous les impacts de chaque action, non, c'est absolument pas possible. c'est Donc, ça. moi, je voudrais juste pour compléter, tu m'as dit ce que tu comptais accentuer, donc toutes les Ouais, actions en faveur de la génération de demandes, donc ouais, on l'a dit, créer du contenu. ça. Est-ce que tu envisages de diminuer ou déconseiller ou comme stratégie qui pour toi te semble plus très payante? Alors, on l'a un peu abordé, mais je voulais savoir si tu si avais Mm. un avis sur la question. Bah déjà, moi je pense que c'est bien de faire les deux, c'est-à-dire de faire de la création de demandes, donc communauté, événements physiques et virtuels, podcasts, YouTube, contenu sur LinkedIn, faire prendre la parole de vos dirigeants et de vos salariés stratégiques sur LinkedIn et après d'ailleurs utiliser la publicité pour diffuser les contenus. Donc exécuter fort là-dedans, mais ne pas oublier aussi que voilà, si la outbound fonctionne pour vous, bien faire de l'outbound, hein, il y a pas de problème. Moi, Ça il ne veut y a pas une dire qu'il faut jeter à stratégie. la poubelle les 3% qui sont prêts à acheter. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, il y a une stratégie il y a une stratégie que beaucoup encore utilisent, qui, à mon avis, va être de moins en moins utilisée. C'est la stratégie, en fait, c'est la stratégie, entre guillemets, inbound, qui consiste à, je dis pas que l'inbound est mauvais, attention, mais c'est la stratégie inbound qui consiste à capturer, en fait, des adresses email avec une publicité. Donc, par exemple, on dit à la personne, vous venez télécharger un livre blanc, vous venez au webinar. Et après, tout de suite, mettre les gens dans une séquence et forcer dans un funnel de conversion. Avec 12 000 emails pour Ouais, prendre rendez-vous. c'est ça. Ouais, Mais en fait, j'ai pas les chiffres, mais je doute qu'aujourd'hui, ça marche encore très bien parce que je pense qu'on est tous devenus de plus en plus habitués à en ça. fait, les gens sont pas bêtes, en fait. Soit vous faites de l'outbound pur en disant, voilà, bonjour, vous avez peut-être un problème, on a une solution. OK, bon, bah, si vous avez ce problème-là, on y va et on voit quelque chose, sinon, bah, vous ignorez. Soit de l'autre côté, on crée de la demande, on éduque la personne purement. Mais là, c'est un peu entre les deux, en fait. On promet aux gens un contenu et en fait, derrière, on essaie de leur vendre un truc Ouais. et ça ne fonctionne pas, tout Alors, simplement. moi, ce qui me gêne d'autant plus, c'est qu'aujourd'hui, j'en télécharge pas mal moi-même. C'est plus de la veille, en fait, hein, pour moi ou pour nos clients. Et je trouve que souvent, le contenu est très décevant. Et ça, encore si le contenu est à la hauteur, je peux me dire, bon, allez, c'est un deal, on sait que ça marche comme ça. Mais alors, ce qui Ouais. m'agace vraiment, c'est quand tu as trois pauvres pages PDF, dont une, c'est juste de la pub en plus pour contacter moi, tu as vraiment l'impression de t'être fait arnaquer. Parce que tu aies conscience, qu'on soit tous plus éduqués en disant, OK, je lâche un mail. En fait, aujourd'hui, un mail, c'est une transaction, c'est une monnaie de transaction d'une certaine manière. Mais que derrière, tu n'as pas un truc à la hauteur de l'effort que tu as fourni dans ton mail, ben moi, en fait, ça me fait moins aimer la marque. En fait, c'est pour ça que je le dis, l'inbound, c'est très bien, mais ça peut être aussi à double tranchant aujourd'hui si le truc à télécharger ou le produit n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre quand excuse-moi l'expression, quand on lâche un mail et qu'après, derrière, on se prend 3 scuds ou 4 scuds de mails très commerciaux derrière. C'est très, très irritant. Et je ne pense pas être la seule personne dans ce cas-là. Donc, toi, tu déconseillerais carrément aujourd'hui d'avoir ce type de contenu
premium où il faut laisser un mail. Tu inciterais Bah, plutôt tes clients à se retirer de ça. après, si sur votre site, vous avez vraiment un contenu ultra premium que vous voulez proposer aux gens et que moi je dirais pourquoi pas, mais faire de la publicité sur les audiences froides, faire de la publicité sur les audiences qui ne vous connaissent pas encore et leur proposer un téléchargement, Ouais. voilà. Mais en C'est fait, juste que ça en ne vrai, fonctionne pas ça en marche fait. pas très bien. Bah non, c'est ça, ça ne fonctionne pas en fait. Franchement, ça marche pas très bien, quoi. Donc ça crée beaucoup de déception de faire Et, ce genre de choses. et si vous voulez avoir une adresse email, enfin, vous n'avez pas besoin de faire ça. En fait, c'est des bases de données et tout, c'est beaucoup moins cher. Chut, alors, non, faut pas dire ça. Non, non, mais c'est vrai, en fait. Si on veut juste trouver des mails, il y a d'autres façons. Bah, c'est surtout pour faire la même chose derrière, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve plus dérangeant, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on donne, et puis derrière, en fait, on se fait mordre les mollets par des oies qui arrivent pour essayer de décrocher des rendez-vous. Excuse-moi pour, pour l'image. Alors qu'en vrai, quand on reçoit un mail pas dire qui est très prospection, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On sait que c'est pour ça. Après, on répond pas, mais il y a pas, on n'essaie pas de tromper la personne. Ok, bah on est super en face. Tu garderas bien en mémoire l'image des oies, hein. Je me sens très très pro quand je dis des choses comme ça. Alors écoute, moi je te remercie beaucoup parce que c'est super intéressant. Donc je vais juste faire un petit disclaimer à la fin, mais c'est pas grave. C'est qu'en fait, tout ce qu'on se dit entre nous, ça n'engage que nous, hein. Je le répéterai encore. Ouais, Tout ce qui se dit ici, Moni, moi, on ne dit pas c'est il faut pas. C'est ouais. Moni ce qui constate, c'est moi ce que je constate. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Il se trouve que je suis assez d'accord avec Moni, mais ça n'engage que nous. Et il se peut que Ouais. demain, vous croisiez d'autres professionnels du marketing et qui vous tiennent un discours peut-être un peu différent. Mais bon, comme Moni et moi, on est quand même très très fort dans notre domaine, eh ben, il faut quand même plus nous croire nous. Exactement. Moi, c'était la seconde déblocage, hein. J'adore faire de l'autopromotion comme ça. Moni, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil ou une recommandation si je suis une entreprise, une PME en B2B en 2023? Qu'est-ce que ça pourrait être ton meilleur conseil si tu devais en garder un? Alors, je sais que c'est super difficile, mais vraiment un conseil que tu pourrais prodiguer. Que je conseillerais aux dirigeants, c'est de faire travailler les équipes ensemble. Les équipes marketing et vente, les faire travailler ensemble, les faire travailler ensemble sur les piliers de commercialisation, faire des réunions communes dans lesquelles il y a l'intelligence collective, dans lesquelles les marketeurs, ils écoutent les sales écoutent les marketeurs, ils s'alignent, OK, c'est quoi notre profil client idéal, c'est quoi notre segmentation, c'est quoi notre message, comment est-ce qu'on fait pour faire du marketing, comment est-ce qu'on vend et quelle campagne commune est-ce qu'on lance. Et dans l'idéal, on travaille tous dans le même CRM, comme ça au moins, Ah on travaille sur une oui, data. ah oui, ah oui, c'est bien ça, on travaille tous avec le même CRM. Pourquoi il y a des gens qui ne travaillent pas avec le même? Oui, oui, il y en a Ah qui travaillent avec d'accord, des CRM différents qui ne je se parlent pas, je préférais non pas synchronisés. savoir. Je crois que je préférais pas savoir, maintenant je vais cauchemarder pendant des jours. D'accord, ok. Effectivement, euh, clairement, pour le vivre actuellement chez certains de nos clients, euh, rétablir un contact régulier. C'est pas qu'en fait, faut pas croire. On dit souvent qu'ils se détestent, sales et marketing. C'est pas qu'ils se détestent. Souvent, c'est pas si terrible que ça. C'est qu'ils se parlent pas assez. C'est surtout ça, c'est qu'ils se parlent pas assez. Alors, c'est pas parce que des fois ils vont à la cantine ensemble qu'ils vont parler de boulot. Peut-être qu'ils ont juste envie de parler d'autre chose. Mais les réunir pour parler des sujets clients ensemble, ben, c'est pas si fréquent. Donc, proposer des réunions plus souvent, Ouais, et de cadrer un peu, parce que juste de mettre deux personnes autour de la table ou deux équipes autour de la table en disant parlez-vous, bon, c'est pas ouais, suffisant. Il faut non, quelqu'un bien qui sûr. guide, faut avoir des Ouais, canevas. Enfin, moi, j'aime bien parler de canevas pour faire travailler sur l'audience cible, sur bah, les bénéfices, les argumentaires, tout simplement la connaissance client. Et si tu n'as pas ça, souvent on va passer à côté, ça va rester très superficiel. Ils vont avoir l'impression d'avoir fait le job, alors qu'en fait, ils ne sont pas allés jusqu'au bout des choses. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, j'ai tendance à penser, et ça s'avère assez vrai, il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un d'extérieur à son entreprise pour venir challenger les équipes, à la fois sales et marketing ensemble. En plus, hmm, il y a ce côté neutre de la personne qui fait que ouais, bah, elle n'a pas d'avis, elle est là pour faire son job, elle est payée pour ça d'ailleurs, et donc elle ne va pas avoir d'affect particulier à favoriser l'un ou l'autre. C'est pas un arbitre, c'est quelqu'un qui est là pour faire travailler ensemble et pour challenger. Donc moi, hmm, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut les mettre autour de la table et les obliger à échanger. Et j'ajouterais peut-être que si c'est hmm, nécessaire, bah, de ne pas hésiter à faire appel
à quelqu'un, enfin un professionnel du marketing, évidemment, prenez pas quelqu'un des RH parce qu'il n'y arrivera pas, pour Mm. pouvoir les faire, les challenger, vraiment challenger sur ces points-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, ça m'est venu comme ça, donc Je pense que c'est un... Non, mais je pense que c'est un excellent rapport. En tant que personne ou organisation, le fait d'avoir un point de vue externe, ça permet de s'extraire en fait de tous les biais, de tous les comportements un peu automatiques qu'on a pu développer durant les durant son histoire. Donc, je pense que c'est une bonne idée de faire intervenir quelqu'un d'extérieur. cool. Ben, merci beaucoup, Monique. Grâce à toi, on se sent déjà un peu plus prêt pour 2023. Ouais. Et ben, je vous retrouve demain pour le deuxième épisode de cette série Go 2023. Et ben, j'espère que tu le suivras d'ailleurs, hein, Monique. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont Carrément. t'intéresser. Merci beaucoup. Merci Sandy. À bientôt. À bientôt.